On va donc commencer ce dernier webinaire du mois de septembre autour de JD Edwards. Pour rappel, hein, on avait fait le webinaire sur OCI, le Cloud Oracle, puis le DDMRP, la roadmap JDE, le FEC, fichier d'écriture comptable. Et puis, on va terminer donc par l'orchestrator. Je pense que j'en ai oublié aucun. Donc, ce webinaire sera présenté par Patrice, qui est développeur senior JD Edwards chez BioWorkshop depuis quelques années maintenant. Et pour info, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de couper vos micros, de réserver peut-être vos questions pour la fin. Et également, ce webinaire sera publié sur YouTube, donc sachez que du coup, on l'enregistre. Donc, s'il y a aussi des questions, ça fera partie aussi de l'enregistrement qui sera publié sur notre chaîne YouTube. Voilà, pour que tout le monde soit au courant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques juste avant de commencer? Sinon, je laisse la main à Patrice. Est-ce que tout est clair? Parfait. Eh bien, écoutez, Patrice, je te laisse donc la main. Bonjour, Patrice Brien, qui va vous parler aujourd'hui de certaines fonctionnalités avancées de l'Orchestrator apparues avec les nouvelles versions de Tools. Mon camarade Amine, qui aurait dû être présent aujourd'hui, est malheureusement retenu par quelques obligations urgentes. Donc, je vais être aujourd'hui votre seul speaker. Au menu de ce qu'on va parler aujourd'hui, on va faire un bref rappel sur ce qu'est l'Orchestrator et ce que sont ses utilisations. Et on va aborder les nouveautés arrivées avec les tools 9.2.4, à savoir l'appel de business function, à savoir le debugger, et un petit peu en marge, on va étudier un cas d'appel à une API externe, une API REST, à partir d'une orchestration JDE. Et puis enfin, on terminera par une séance de questions-réponses. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une orchestration? C'est un enchaînement automatisé de tâches impliquant donc des composants qui seront soit des composants JDE natifs, c'est-à-dire des applications, des écrans d'applications interactives, des traitements batch, des tables, des business views, ou maintenant aussi on a des business functions. On a aussi un certain nombre de composants JDE dédiés qui sont soit de type UDO par eux-mêmes ou qui sont purement des composants d'orchestration, à savoir les rules ou règles suivant la langue que vous utilisez pour implémenter l'orchestrator, des whitelists et des cross-reference qui sont des composants internes aux orchestrations aussi. On a la possibilité, enfin, d'avoir des composants via des connecteurs qui soient accessibles, des composants externes à JDE, à savoir des API externes, des bases de données externes ou des fichiers plats accessibles via FTP. Donc, on peut penser à une orchestration comme une sorte de workflow avec la différence par rapport à ce qu'on appelle classiquement un workflow, qu'on n'a pas la possibilité de l'interrompre. Il s'agit d'un enchaînement de tâches qui va se passer de manière complètement automatisée, sans intervention externe. Une orchestration, c'est donc un enchaînement de tâches qui va être invocable à l'extérieur de JDE, sous forme d'une requête REST au format JSON. Ça a été historiquement la première vocation de l'orchestrator qui a été conçu comme un outil d'intégration de type IoT. Et par la suite, Oracle ayant réalisé le potentiel que ça offrait en tant que plateforme à la fois d'intégration et comme plateforme de développement complémentaire dans une certaine mesure au développement spécifique JDE,
on peut maintenant invoquer des orchestrations dans JDE directement, soit par l'UDO Form Extension qui permet de lier l'appel d'une orchestration, soit à un nouveau bouton qu'on crée comme UDO dans un écran, soit à l'intérieur du code par l'appel de la business function B98org. Et enfin, on a la possibilité d'invoquer une orchestration aussi par le biais d'une notification. Dernier cas, dernier contexte d'appel des orchestrations, on peut aussi tout simplement les planifier en utilisant un scheduler intégré. Alors en dessous, je ne sais pas si parmi les auditeurs, vous avez tous été familiarisés avec vous avez eu l'occasion d'être confrontés à l'ancien affichage de l'Orchestrator Studio qui présentait les orchestrations sous une forme arborescente et qui était de surcroît un pur affichage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité de travailler directement. Maintenant, on a cet affichage de type enchaînement de tâches qui est beaucoup plus lisible et qui est en fait l'outil de développement lui-même, l'outil de création des orchestrations. On n'est plus sur un simple affichage. Voilà pour notre aparté sur ce qu'est l'orchestrator, ce que sont les orchestrations. Outre la nouvelle présentation du studio et la nouvelle présentation des orchestrations dans ce studio, on a eu un certain nombre de nouveautés assez fondamentales qui sont apparues avec les tools 9.2.4. Et une des plus intéressantes, à mon avis, qui sont apparues, c'est la possibilité maintenant d'appeler des business functions, ce qui peut simplifier l'accès à certaines informations, ce qui peut aussi permettre d'atteindre le même niveau de granularité que ce qu'on a pu avoir avec la précédente plateforme d'intégration qui était les business services, qui avait ses avantages et aussi ses inconvénients, et entre autres celui d'une beaucoup plus grande complexité de mise en œuvre. En tout cas, maintenant, on a la possibilité de faire des appels de business function, ce qui nous donne de nouveau accès, en quelque sorte, aux couches basses applicatives de JDE. Pardon. Pour créer un appel de business function, excusez-moi, il s'agira de ce qu'on appelle une custom request. Donc, dans le studio, on va commencer par accéder au custom request et par rapport aux anciennes versions du studio, où on avait seulement la possibilité de créer des custom requests en Groovy ou en Java, on a maintenant la possibilité de créer des requests de type business function. Donc, quand on crée une nouvelle requête de type business function, on va d'abord renseigner, comme pour tous les objets que l'on crée dans l'Orchestrator Studio, son nom et une description évocatrice. Et on va choisir le nom de l'objet business function tel qu'il est connu dans OMW. Et quand on l'aura choisi, on va avoir une liste déroulante qui va nous donner accès aux différentes fonctions contenues dans ce module C. Une fois qu'on a choisi cette fonction, les paramètres de la fonction sont chargés automatiquement. Donc là, on voit qu'on a appelé la business function B98000100 pour récupérer les informations d'audit, qui est quand même un grand classique dans JDE. Donc, on va récupérer la date du jour, le profil utilisateur, l'heure et le serveur d'exécution.
Une fois qu'on a récupéré les paramètres, la dernière étape va consister à choisir quelles seront les entrées et les informations en sortie de la business function. Et puis après, on va sauvegarder et donc on a notre custom request qui va être prête à être intégrée dans une orchestration. Si vous voulez bien, on va faire une petite démonstration sur un cas simple, à savoir la récupération d'informations articles. Ah. Donc, je vais vous montrer sur la plateforme JDE comment on crée l'appel à une business function. Donc, je vous dis, on va sur le bouton Custom Request. Ensuite, on crée une nouvelle Custom Request de type Business Function. Alors ici, on va faire un exemple très, très simple, à savoir l'appel d'une fonction simplement de récupération d'informations de la fiche article. Je choisis ma fonction. Alors, je l'ai déjà préparée, forcément. Ceci dit, comme on n'a pas forcément les noms en tête, c'est rarement le cas même, on est plutôt au niveau d'une tâche développeur, puisque ça implique généralement d'avoir accès à un poste lourd, JDE, de développement, pour pouvoir identifier et éventuellement tester unitairement une business function. Donc là, j'ai choisi la B400 1040, dont je sais qu'elle récupère des informations articles. Et une fois que j'ai choisi, j'ai une liste déroulante. Alors ici, on a un module qui contient une seule fonction, F4101 getItemInformation. Ça tombe très bien, c'est exactement ce que je recherchais. Dès que j'ai choisi la fonction, les paramètres sont chargés. Et moi, je vais choisir comme entrée le primary item number, puisque ça va me permettre de gérer les entrées donc avec le code article que j'ai récupéré par défaut, et je vais lui demander un certain nombre d'informations, les différents codes articles, voyons le flash message, et puis quelques unités de mesure. Et en l'occurrence, ça me suffira. Si j'ai implémenté une gestion d'erreur, je pourrais récupérer aussi ici le code erreur, et je pourrais choisir éventuellement de supprimer ou pas les messages d'erreur. Bon, je vais les laisser. Là, il y a toutes les informations qu'on peut récupérer de la fonction. Je la sauvegarde. Donc, on voit ici que j'ai donc mon nouveau composant, ma custom request qui apparaît. Et je vais l'encapsuler dans une nouvelle orchestration. Alors, ce sera la plus simple orchestration possible. Par exemple. Et je vais choisir, donc, dans mon orchestration, le composant que je viens de créer. Je vais mapper les entrées de la manière la plus simple possible. Les entrées, je vais considérer que
La seule entrée dont j'ai besoin, c'est mon primary item number, donc je le fais rajouter automatiquement aux entrées de l'orchestration. Je vais vérifier qu'il est bien présent. Et au niveau des sorties, je vais choisir toutes les informations disponibles, sauf le code article en entrée que j'ai déjà, donc a priori je le connais, je n'ai pas besoin de me le voir rappeler, d'autant qu'il va figurer parmi les 3 codes articles. Je sauvegarde et maintenant je peux venir tester mon orchestration. Donc avec, au passage, on voit la nouvelle interface de test qui remplace, en fait, qui est l'évolution de l'orchestrator client des versions précédentes. Et je vais interroger la star des articles standard JDE, à savoir le vélo rouge. Donc l'article 220, on récupère. Là, on voit les différents codes articles, le code article système, le deuxième, le troisième, les descriptions 1 et 2, le flash messagien n'a pas, pas de message d'erreur non plus, et les 3 premières unités de mesure que j'ai choisies. Donc on voit que l'appel de ma business function a bel et bien fonctionné. On réservera les questions pour la fin et on va revenir maintenant pour traiter du deuxième sujet de ce webinaire, à savoir le débugger. Alors, si vous avez eu l'occasion, avec les versions précédentes, de créer des orchestrations relativement complexes, je pense que vous avez pu aussi réaliser à quel point il pouvait être compliqué de les mettre au point et à quel point le processus de debug de ces orchestrations était du coup relativement artisanal. Avec les tools 9.2.4, dans l'écran Run Orchestrations, on a maintenant un bouton Debug qui nous offre les possibilités classiques des débuggers, à savoir l'exécution pas à pas, la mise en place de points d'arrêt et la visualisation et la modification à la volée de variables en cours de traitement. Exemple ici, on a une orchestration, on va dire un peu plus complexe, puisqu'on a un appel à un certain nombre de composants custom, dont des business functions, et une form request sur la fin. Donc c'est typiquement le cas où on va commencer à avoir besoin du debugger pour la mise au point. Donc, quand on a entré les paramètres en entrée, qu'on a cliqué sur le raccourci Debug, on va voir s'afficher l'orchestration elle-même et on a la fenêtre du debugger où on va avoir les 3 fonctions principales, l'exécution jusqu'au point d'arrêt, au prochain point d'arrêt, ou jusqu'à la fin de l'orchestration si on n'a pas de point d'arrêt, et l'exécution par. Éventuellement, on a un bouton stop qui permet d'arrêter l'exécution de l'orchestration et du debugger par la même occasion. On a aussi la possibilité de revisualiser les informations qu'on a saisies en entrée de l'orchestration, d'effacer les points d'arrêt qu'on aurait mis et de sortir tout simplement du debugger. Sur l'affichage de l'orchestration,
on a des informations supplémentaires. La coche verte matérialise la dernière étape, le dernier composant qui vient d'être exécuté. Et cette coche bleue matérialise un point d'arrêt qu'on a sélectionné avant de lancer l'exécution ou au cours de l'exécution, si on est sur une exécution pas à pas, si on a d'autres points d'arrêt en amont. En pratique, on va aller voir comment ça se passe. Alors, on va choisir une orchestration, donc celle qui est montrée sur le PowerPoint et qui est un petit peu plus complexe que notre simple appel de business function. Voilà. Donc, on a c'est une orchestration qui va essentiellement appeler les P41026 pour mettre à jour l'information lead time level dans les fiches articles magasin. Et c'est tout. Mais on fait pas mal de contrôles en entrée. On fait un formatage du MCU, on fait donc du magasin. On va vérifier l'existence du code article, du code magasin, de l'article magasin, puisqu'on ne va pas en créer, on va modifier un article magasin existant. Et on va même vérifier que la fiche article magasin que l'on veut mettre à jour n'est pas déjà verrouillée par un autre utilisateur qui serait sur la même fiche dans l'écran P41026. Ça fait pas mal de contrôles, mais ça fait un peu de mise au point. Donc, on va débugger. Pour ça, on lance donc le Run Orchestrations. On va entrer des valeurs. Alors, on va voir quelles valeurs on va pouvoir entrer. Je vais aller déjà dans le P41026. Et on va dire dans le cas du vélo rouge sur le magasin 30, on va aller modifier de lead time level, donc on va vérifier la valeur en cours. On a 13 jours dans le lead time level. Alors, on va le modifier. On va le mettre à 10. On n'a pas besoin de la version du P41026 qui est optionnelle. Et on choisit donc le magasin 30. Je lance le débugger. Je peux mettre un point d'arrêt ici au niveau de la vérification de l'article magasin, par exemple. Et je vais lancer l'exécution. Donc là, on voit que l'exécution s'est arrêtée après l'étape de récupération, de vérification de l'existence du couple article magasin. C'est une chose qui est importante à savoir, contrairement à la plupart des débuggers habituels. Alors, on peut parler du débugger d'Event Rules dans JDE, on peut parler du débugger Visual Studio pour les fonctions C. Les points d'arrêt dans le débugger de l'orchestrator sont déclenchés après l'exécution du composant et pas avant. Donc, ouais, il faut le savoir. Si j'avais voulu m'arrêter avant l'exécution du get item branch, j'aurais mis mon point d'arrêt sur le test là. À ce point-là, je peux venir interroger donc toutes les
toutes les variables. Et par exemple, si j'ai une structure complexe, on aura le début qui sera mentionné et je peux venir l'interroger, interroger le détail là pour vérifier. En fait, il s'agit juste d'un contrôle d'existence, donc on vérifie qu'on n'a pas eu d'erreur. Et au besoin, on peut même venir dynamiquement modifier. Là, en fait, j'ai entré le 30 et finalement, je modifiais le M30. Donc, je modifiais la variable correspondante. Donc, si on se rappelle, sur le 30, on avait un item level à 13. Finalement, je vais aller modifier le M30. Je vais vérifier la valeur. Excusez-moi. Voilà, ouais, on est 13 aussi. Donc, on doit voir celui-ci passer à 10 si tout va bien. Et à partir de là, je vais faire une exécution pas à pas. Donc, on voit les variables qui changent au fur et à mesure de l'exécution des divers composants. Par exemple, ici, on a le résultat du contrôle de réservation. Et enfin, je vais jusqu'à la fin de l'exécution. Et maintenant, si j'interroge le M30, le 220 M30, on voit que le lead time level est passé à 10, alors que sur le 220 30, il est resté à 13, même si j'avais entré 30 au départ. Donc on voit qu'il a bien pris en compte la modification à la volée de ma variable d'entrée. Et voilà qui conclut notre démonstration sur le debugger dans l'orchestrator. Pardon. Voilà. Enfin, un dernier point qui est, à mon avis, qui n'est pas lié à la dernière version des tools, puisque c'est déjà une fonctionnalité déjà disponible, mais qui peut être important dans la conception des orchestrations, c'est la possibilité qui nous est offerte d'accéder très simplement à des API externes pour soit pousser les informations à partir de JDE, soit aller chercher des informations qui vont être intégrées dans JDE. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une orchestration qu'on a créée pour mettre à jour automatiquement les taux de change JDE à partir d'une API ouverte fournie par la Banque centrale européenne. Alors, quelle est la démarche pour accéder à une API externe? D'abord, avant d'ouvrir Orchestrator Studio, avant d'entrer dans l'orchestrateur, il faut maîtriser le comportement de cette API. Ça passe d'abord par le fait de se renseigner sur ses caractéristiques. Alors, le fournisseur de l'API va fournir une documentation. C'est le cas pour cette API de la BCE. Qui détaille assez largement son fonctionnement, donc avec les informations qui sont disponibles et la syntaxe, les exemples de syntaxe qui vont nous permettre de préparer l'implémentation de l'API dans notre système. On va ensuite, une fois qu'on a à peu près compris la manière d'utiliser l'API,
la tester dans un outil, de test. Alors on a des applications qui sont disponibles pour ça, qui sont Postman, qui sont SoapUI. On a aussi curl qui permet de tester en ligne de commande. Ça va nous permettre de déterminer la syntaxe, la combinaison de paramètres. J'ai laissé une faute d'orthographe. La combinaison de paramètres recherchés pour, en l'occurrence, actualiser les taux de change dans JDE. Enfin, s'agissant ici d'une récupération d'informations au format JSON, on va utiliser une syntaxe dédiée à JSON au langage JSON pour récupérer les informations. Cette syntaxe s'appelle JSONPass et il y a un site qui est très pratique pour tester, c'est-à-dire qu'on fait des copier-coller. En l'occurrence, moi j'ai fait des copier-coller de la réponse obtenue à partir de la BCE dans JSONPass pour pouvoir récupérer les deux informations qui m'intéressaient. Le taux de change pour un couple de devises et puis la date de valeur de ce taux de change. Une fois qu'on a fait tout ça, on maîtrise le comportement de notre API, on maîtrise la syntaxe pour l'appeler, on a aussi des informations complémentaires du genre profil, mot de passe, certificat, etc. On peut enfin passer à Orchestrator Studio. Dans Orchestrator Studio, la première étape va consister à créer une connexion vers le endpoint, c'est vers l'URL du service en question. On va rentrer éventuellement un certain nombre de paramètres déjà à ce niveau. Alors dans le cas de l'API de la BCE, on va la voir après, c'est assez réduit. Il s'agissait surtout d'être sûr de récupérer une réponse en JSON, alors que par défaut, cette API répond en XML. Et que le XML aurait été plus compliqué à traiter dans l'orchestrator. Une fois qu'on a créé la connexion, on va l'utiliser dans un composant, dans un connecteur qui, lui, va être directement intégré ensuite dans une orchestration. Donc, au niveau de ce connecteur, on va choisir la connexion, choisir la méthode HTTP. On peut venir remplacer les paramètres par défaut de la connexion. Et enfin, le JSONPass qu'on a préparé, qu'on a testé précédemment pour récupérer des informations de la réponse fournie par l'API, on le retrouve ici. Donc, où on va avoir le taux de change et la date d'effet qui sont fournis directement par le connecteur sans travail de transformation complémentaire de la réponse en XML en JSON. Tout est fait à ce niveau-là. Et puis, dernier point, on a notre connecteur, on va l'intégrer dans une orchestration de mise à jour unitaire où on va la revoir aussi en debug tout de suite. On va pouvoir on va récupérer donc le plus récent taux de change pour un couple, pour une devise par rapport à l'euro. Et on va comparer avec les valeurs qu'on a dans JDE. Si cette valeur, si on n'a pas de valeur de taux de change pour la date de référence fournie, à ce moment-là, on va, via une forme request basée sur l'écran de saisie des taux de change, donc sur l'application P0015A, on va mettre à jour le taux de change et sinon, on ne fait rien. Une fois qu'on a mis à jour cette information, cette orchestration unitaire, on l'a encapsulée dans une autre orchestration pour réaliser des mises à jour multiples, c'est-à-dire qu'on va réaliser des mises à jour pour toutes les devises qui ont un taux de change par rapport à l'euro. Et puis, on peut planifier l'exécution quotidienne de cette orchestration ou on peut, autre possibilité qu'on va voir,
on peut intégrer l'appel de cette orchestration dans une form extension directement sur l'écran de mise à jour des taux de change. On va voir tout de suite. Si je reviens sur notre plateforme, on va jeter un petit coup d'œil à la connexion qui a été créée. Donc, on a créé une connexion de type REST. Et bon, il s'agit d'une API complètement ouverte, donc au niveau des sécurités, certificats, proxy, on n'a rien à mettre. Par contre, on avait quand même un paramètre très important, c'est par rapport au fonctionnement par défaut de l'API, dans l'entête HTTP, il fallait bien préciser qu'on avait besoin d'une réponse en JSON, ce qui est fait ici. Au niveau du connecteur, non, c'est pas celui-ci. Au niveau du connecteur, on a là la combinaison de paramètres, donc où on dit qu'on récupère en fait un seul taux, le dernier taux de la combinaison d'une devise source, devise cible. Tout le reste, ce sont les valeurs par défaut fournies par le connecteur, et on voit ici en bas donc le JSON pass qui va nous permettre de récupérer le taux de change et la date d'effet du taux de change. Et si on voir son effet, l'effet de l'orchestration unitaire, j'ai oublié de montrer, qui met à jour ce taux de change. Voilà. Là, voilà, donc là, on a l'appel du connecteur, une récupération et une conversion de date pour avoir le même format entre la date fournie et par la BCE et la date récupérée dans JDE. Si on n'a pas d'occurrence du taux de change pour la même date, à ce moment-là, on va faire la mise à jour dans la form request. On peut l'exécuter en mode debug. Si je prends par exemple le dollar canadien et l'euro, on va aller voir ce qu'on a, si les informations sont à jour ou pas. Non. Je demande depuis le 20 août, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas de mise à jour depuis le 1er septembre, donc je pense qu'on peut obtenir quelque chose d'un peu plus récent. On débug, on va exécuter pas à pas. Et là, on voit déjà dans le débugger qu'on a reçu la réponse de la BCE avec un taux de change de 1,562 entre le dollar canadien et l'euro et une date de valeur au 28 septembre. On va laisser s'exécuter. Et maintenant, si je rafraîchis mes informations, j'ai bien le taux de 1,562 qui est intégré dans les taux de change à la date de valeur du 28 septembre. Autre possibilité, on a ce bouton de mise à jour automatique. Alors, on peut aller sur une autre devise, donc le dollar US.
On va changer de continent. On va prendre... voyons, on a jusqu'au 25 pour la livre sterling. Donc, le dernier taux de change que j'ai pour la livre sterling, il est au 25 septembre. Je déclenche la mise à jour automatique, qui ne déclenche pas de rafraîchissement automatique par contre. Et je récupère un taux de change, là aussi, au 28 septembre, à 0,905 entre la livre sterling et l'euro. Voilà qui conclut cette petite présentation des utilisations, d'utilisation, sans prétendre être exhaustif, de fonctionnalités avancées de l'orchestrator. Vos questions sont les bienvenues maintenant. Bonjour, Fabien Huard. Est-ce que l'orchestrateur du coup Studio est fourni directement avec les versions 9.2 ou est-ce que c'est un outil qu'il faut acheter en plus? C'est un outil qu'il faut installer en plus, mais qui n'est pas nécessaire d'acheter. D'accord, ok. Et est-ce que vous faites des formations sur l'outil au cas où? Oui, D'accord. Merci. de rien. Bonjour Patrice, Mathieu Michel. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour, merci pour la presse et merci à B-Workshop pour partage d'informations. Moi, j'avais quelques questions. Je voulais savoir si vous aviez ce type d'orchestration, par exemple le taux de change, en production chez certains clients ou d'autres types d'orchestration en production. D'autres types d'orchestration, oui. Ok, Celle de mise à jour des taux de change, non. Pas que je d'accord. sache. Ok. Et ma deuxième question, c'était par rapport au troubleshooting de problèmes d'orchestration. Par exemple, si une orchestration, je reprends l'exemple des taux de change, se plante dans une étape, Oui. euh, est-ce que c'est notifié à quelqu'un? Est-ce que ça peut être notifié à quelqu'un? Et dans quel état ça laisse les données si l'orchestration se plante au milieu? Alors, par défaut, on a la gestion de transaction qui est activée, d'une part. Ensuite, si on a une erreur, on passe, enfin, l'orchestration se termine. Ça, c'est le comportement par défaut. On peut choisir de la laisser se dérouler et on peut aussi, je vais montrer de nouveau ce qu'on a en catalogue. Si je reprends l'orchestration que j'ai montré tout à l'heure pour le débugger, on a mis en place une gestion d'erreurs assez sophistiquée avec en fait le déclenchement d'une notification aux administrateurs. Ok. Euh, Qui est généré par l'orchestrateur monitor? non, non, qui est géré complètement au niveau de l'orchestration, c'est-à-dire qu'on Ok. on intercepte les erreurs. Alors, je vais illustrer mon propos tout de suite. C'était item branch update. Voilà. Donc sur cette mise à jour de lead time level, on peut imaginer, je rentre un code article. Je me trompe sur la saisie du code article. Donc
Mettons qu'au lieu de saisir le 1001, je prenne le 1991, magasin 30. Je débug. C'est pas forcément le meilleur exemple parce que la fonction que j'utilise pour le contrôle renvoie ici, on voit un code erreur. Par contre, elle ne déclenche pas d'erreur. Ça, c'est lié au code de cette fonction qui a un petit souci. Oui, j'aurais dû en choisir une. Bon, je vais en prendre une autre après. Mais en tout cas, Mais c'est possible, hein, c'était ma voilà, question. le comportement, donc je laisse, alors ça va durer un petit peu plus longtemps, c'est le temps du déclenchement de la notification. Et je vais montrer après comment c'est implémenté. Ça devrait arriver. Normalement, je suis abonné à cette notification. Il faut le temps qu'elle se... Bon, c'est une possibilité. Ça apparaît par défaut au niveau du monitor, ça c'est clair. Mais on a la possibilité d'avoir quelque chose de plus interactif. Ok, merci Patrice. En attendant, la notification va arriver. Ok. Si on veut regarder le mode d'implémentation, en fait, c'est au niveau du traitement des erreurs. Ici, alors ça c'est un bug d'affichage. Ici, j'ai choisi, en cas d'erreur, de déclencher une orchestration. Voilà. Dans cette orchestration, j'ai tout simplement... J'ai un peu de mise en forme, à savoir que j'appelle une business function qui, à partir d'un code erreur, va me récupérer la description de cette erreur. Un peu de formatage pour un cas particulier où on passe un paramètre et j'appelle une notification. Okay, notification, super, voilà. D'ailleurs, on voit le résultat maintenant ici. Donc, on a là les données que j'ai rentrées tout à l'heure et un code message et puis un message 267 item number invalid qui correspond à l'erreur qu'on a rencontrée. Merci. Voilà une possibilité de gestion, on va dire, un peu avancée des anomalies. Alors, il faut l'implémenter explicitement dans l'orchestration, mais avec cette possibilité donc de traiter les erreurs au niveau de chaque composant, c'est relativement simple. Voilà. D'autres questions? D'autres sujets qui pourraient, sur lesquels vous pourriez avoir des interrogations? Si je peux me permettre, j'aurais une autre question, Patrice. Oui. Par rapport tout à l'heure, tu es passé sur les écrans, sur la configuration du proxy et de l'authentification par rapport aux API externes. Oui. Tu as mentionné le fait que les API étaient disponibles sans sécurité. Dans le cas de l'API de la BCE. Ouais. Démonstration Quand on passe, public. d'accord. Quand on passe par contre par un proxy d'entreprise d'où on lance l'orchestration, il y a nous c'est notre cas, on a un proxy d'entreprise Oui. sur lequel il faut s'authentifier pour pouvoir sortir ensuite sur Internet pour appeler l'API externe. Oui. On a une problématique sur le fait que l'API externe aussi nous demande en tout cas, oui, l'API externe nous demande un certificat. Oui. Et je voulais savoir si tu avais déjà implémenté des appels d'API externe dans des environnements sûrement plus sécurisés qu'une plateforme de test, par exemple, comme vous pouvez avoir peut-être chez Bworkshop. Honnêtement, non. Non, parce que justement, c'est une possibilité qui est encore très sous-exploitée.
à mon avis. Donc, on n'a pas énormément, pour être honnête, on n'a pas énormément d'expérience pour le moment là-dessus, et je pense que ça devrait être développé parce que l'orchestrator permet justement de bâtir une architecture applicative beaucoup plus hétérogène que ce à quoi on est habitué avec JDE jusque-là. J'ai juste mis un lien vers un document Oracle sur le chat. Si tu peux, enfin voilà. Merci en tout cas. Et... Là, Mathieu. Je veux pas monopoliser les questions-réponses, hein, mais c'est juste on peut en Non, discuter mais plus tout à tard fait si tu pertinent. aurais de la dispo. Merci. Oui, oui. Oui. Non, on a tout le mode opératoire, là, effectivement. Mais je dois avouer qu'on n'a pas, personnellement, j'ai pas expérimenté pour le moment. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si on n'en a pas, je terminerai sur un tout petit point, un peu en marge, dont j'ai pu remarquer il était assez peu exploré pour le moment, qui est celui des rules, on va dire complexes. Créer des rules, donc des structures de type if then else ou des boucles avec l'orchestrator, c'est relativement simple. On a ce genre de test où on va comparer deux valeurs littérales ou deux valeurs de variables, et la seule possibilité qu'on a, c'est d'avoir, si on a plusieurs critères, c'est d'avoir soit un match all, c'est-à-dire un et entre tous les critères, soit un match any, donc un ou entre tous les critères. On peut avoir besoin d'avoir une logique plus avancée, et soit par combiner des critères de type ou et, soit parce qu'il y a des cas qui sont pas faciles à couvrir ou pas possibles à couvrir avec les rules de base. Donc on peut penser aussi à utiliser, enfin de base c'est ce qu'on appelle les standards, créer des rules évolués en Groovy ou en Java. Moi j'en ai eu besoin pour un cas très simple, c'est le fait de tester si une chaîne était à nul ou pas, ce qui n'est pas possible à faire dans une règle standard, dans une rule standard. Donc je l'ai fait là en fait. Par rapport à une custom request habituelle en Groovy, la seule différence dans une rule en Groovy, c'est qu'on doit retourner un booléen, donc le booléen result qui va être à true ou false, suivant des conditions complexes. Là, bon, on a la condition minimale, c'est-à-dire il est par défaut à false, et je le renvoie à true si ma chaîne de caractères est nulle. Mais on peut avoir beaucoup plus de logique complexe à ce niveau-là, ce qui permet de créer des règles, des structures if then else beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire avec les règles standards.
Voilà, fin d'un petit aparté. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à François et Marine pour conclure ce webinaire. Il y avait des questions, Patrice, sur le chat. Pardon, je n'étais pas sur le chat. Autant pour moi. Là, c'est la dernière version de l'orchestrator avec les tools 9.2.3. C'est une très bonne question. Il me semble, alors ça sera confirmé avec nos CNC, que les 9.2.4 concernaient exclusivement l'orchestrator et dans une moindre mesure les UDO, et que c'était possible avec une plateforme qui était par ailleurs en tools 9.2.3. Je vais me permettre, je vais mettre un petit bémol sur la chose parce que on n'est pas tout à fait dans mon domaine de prédilection qui est quand même le développement. Je vais vérifier avec nos CNC, mais je confirmerai ça. Mais bon, je suis à peu près sûr à 80% au moins de ma réponse. Voilà. Bonjour à tous, Marine Maudu, responsable communication chez BioWorkshop. Merci. Alors. Vous voyez bien mon écran? Non. Oui. Oui, c'est tout bon? Ouais. Alors, je vais juste vous prévenir que vous retrouverez l'intégralité des replays de ces webinaires de cette rentrée J2 sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page LinkedIn. Donc, sur notre page LinkedIn, on publie assez régulièrement des articles, des webinaires, on partage notre actualité, mais aussi celle de nos partenaires et de nos clients. Donc, je vous invite à nous suivre. Je voulais également vous préciser que nous sommes en train d'organiser un prochain webinaire qui se déroulera normalement fin octobre sur le connecteur entre Esker et J2. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On clôture aujourd'hui cette rentrée J2E. Merci pour votre participation. Merci Patrice. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.